L'on ne tombe pas malade volontairement. Et le meilleur des réflexes, c'est d'aller dans un hôpital lorsqu'on est alité. Mais dans nos hôpitaux, le plus souvent, l'accueil pose problème. De plus en plus de plaintes fuient, je vais dire, un peu partout. Oui. On a des plaintes à l'accueil, on a des plaintes dans le traitement, oui. On a des plaintes dans la manière de s'adresser aux patients, aux malades dans nos hôpitaux. Au point où l'on se pose la question de savoir si le malade a des droits une fois qu'il pose les pieds dans un hôpital ou bien il est à la merci du personnel médical. Mesdames, Messieurs, si le débat vous semble récurrent, c'est parce que les plaintes ne font que descendre chaque jour et encore un peu plus. Ce matin, nous allons donc en parler dans le débat Heureuse d'Anandé. Effectivement, on va en parler dans le débat avec des personnes quand même averties. Oui. Nous avons Komlan Agossou, président du conseil départemental du littoral de l'Ordre national des médecins du Bénin, qui répond au nom des médecins sur ce plateau. Merci d'être là, président. C'est un plaisir. Alors, en face de vous, nous avons celui qui nous représente, je dirais, un usager des hôpitaux. Vous répondez au nom de Brice Dossou Agbotrou. Merci d'être là. Merci. Au téléphone, dans quelques instants, on va recevoir Adrien Roussard. Il est administrateur et gestionnaire des hôpitaux. Tout à fait. Voilà le débat, le décor planté, mesdames, messieurs. Nous allons donc y aller tout de suite avec celui qui représente un peu, nous allons dire, le corps médical, pour ne pas le nommer, sur ce plateau. Alors, dites-nous, monsieur Komlan Agbossou, que se passe-t-il avec le personnel médical dans nos hôpitaux? Rien du tout. Vous êtes sûr? Je suis provocateur. Ah ben voilà. Comme le dirait l'autre, ne nous blaguez pas. Voilà, c'est ce que je comprends. Précisez mieux la question. Parce que sinon, c'est un peu trop large. Alors, non, mais quand on parle de l'accueil, déjà quand le malade vient dans l'hôpital, la façon de l'accueillir, quand il a l'impression qu'on l'a abandonné dans un couloir là, ou bien sur la terrasse, sur le perron de la salle de soins, quand on lui parle d'une certaine façon, avec certaines intonations, dites-nous, qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui explique tout ça? Alors, il y a juste un manque de respect. Un manque de respect à la personne humaine. Donc vous reconnaissez que ça se passe? Sinon, vous ne seriez pas au courant. N'est-ce pas? Ah ouais. Et peut-être que vous-même, vous avez été témoin ou bien vous avez été victime. Voilà. De toutes les façons, c'est récurrent. C'est pas forcément la panacée partout, mais c'est pas acceptable. C'est pas acceptable qu'un patient soit maltraité. Puisque dans les unités de soins, il devrait être traité. Et non maltraité. Vraiment. Il ne devrait pas être maltraité. Donc, s'il se sent maltraité, quelque chose n'a pas bien fonctionné. Forcément. Et ça peut être des deux côtés, mais c'est d'abord le prestataire qui devrait être visé en premier lieu. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas la panacée partout, et effectivement, on a l'impression que c'est beaucoup plus dans les hôpitaux publics que le problème se pose davantage, car dans les cliniques privées, celui qui a sa clinique privée ne peut pas tolérer que le malade soit mal accueilli, maltraité avant d'aller aux soins. Quelle est cette différence-là entre le privé et le public? Le privé, c'est le privé. Le public, c'est le public. Alors, le privé, c'est l'endroit où le patient paye l'entièreté de ses soins, d'une manière ou d'une autre. Il paye soit par lui-même ou bien par un tiers. Donc, soit un assureur ou par un employeur d'une manière ou d'une autre. Et le prestataire est payé au prorata de la clientèle. Donc, l'insatisfaction de la clientèle entraîne immédiatement la baisse de revenus, voire le risque de fermeture de l'activité.
Donc, cette loi se dicte tout de suite et recadre les choses. Mais est-ce que ça veut dire vraiment que les gens ont compris pourquoi ils se comportent comme ça? Cette question, je suis à même de vous répondre. Dites-nous. C'est la raison pour laquelle dans le privé c'est plus sérieux, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lié simplement d'abord au fait que c'est pécunier. Sans ça, le secteur privé va mourir. Oui, mais le public aussi, le patient et ses parents ou le tiers dont vous parlez, déboursent également. Oui, mais l'argent qui est au public, c'est l'État qui le paye. Tout à fait. Et l'État ne ferme pas l'hôpital parce qu'on a maltraité un patient. Donc, qu'il y ait de patients ou pas, que le patient soit bien traité ou pas, l'agent public aura son salaire. Au maximum, il a été muté. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est l'histoire. Nous avons vécu ça. Le fonctionnaire de l'État, c'est un roi. De toutes les façons, il ne risque pas grand-chose. Vous pouvez vous plaindre comme vous voulez. On ne va pas le punir en le renvoyant. Ça a été vécu longtemps et c'est rentré dans les mœurs. Mais plus profondément, je pense que c'est plutôt des questions légales qui ne sont pas bien perçues. C'est-à-dire les questions légales dont je parle, c'est des questions de déontologie et d'éthique. Alors, en tant que représentant de l'Ordre des médecins, vous savez que l'organisation que je représente est une organisation qui est chargée justement de s'assurer du respect des normes. On va revenir au rôle précis, au fonctionnement de l'ordre. Vous êtes là, pourtant tout ça se passe, on va en revenir à ça. Mais en attendant, Monsieur Agbotrou, selon vous, est-ce que vous pouvez distinguer, dire c'est beaucoup plus ce type de corps, ce corps médical qui fait ça souvent? Parce qu'on entend souvent dire que le médecin ne fait pas ça. C'est beaucoup plus l'aide-soignant qui fait ça. Est-ce que vous confirmez cela? Ok, merci. Donc déjà, moi, ce que je vais démarrer, c'est-à-dire quand tu vas à l'hôpital, c'est-à-dire c'est criminel. Oui, c'est très criminel. Et ça commence déjà au portail de l'hôpital. Au portail? Oui, déjà du vigile jusqu'au médecin. L'agent de sécurité qui est là. Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a déjà, à faire? L'agent de sécurité qui voit un malade souffrant, d'abord, il peut se prendre de lui ça, de ne pas ouvrir le portail. Vous dites, mais attendez d'abord, alors qu'il voit déjà que c'est ce qui vient déjà grave. Mais il fait son jeu, il dit, mais papa, attendez. Il fait son jeu d'abord là, juste pour traîner d'abord le malade. Ça commence déjà là. Et lorsque le malade rentre, souvent, c'est vrai que le langage, c'est qu'il y a d'autres qui sont pris en charge. Et vous allez patienter, on va prendre au moins 30 voire 1 heure de temps là. Vous allez rester là-bas. Soit vous avez de canet ou pas, vous allez acheter canet et tension, prendre tension. Ils vont prendre pratiquement plus de 30 à 1 heure de temps. Sans rien vous faites et vous êtes là. Ça s'observe dans le public, surtout comme le docteur vient de le dire. Mais parfois dans certains privés aussi, ça se constate. Oui, ça se constate. Moi-même, j'ai été victime plusieurs fois. Dans une clinique privée? Privée. Et heureusement que je connaissais le médecin. Et je l'ai écrit un message par WhatsApp. Et il était venu, il les a appelés, je crois. Parce que je traînais là, mais je souffrais. Mais je traînais là, pratiquement je n'ai rien. Ils ont demandé carnet, moi mais j'ai du carnet. Mais malgré ça, on me dit ils vont prendre du poids. J'ai pratiquement plus de 45 minutes là-bas. Juste pour prendre les constantes? Oui. Juste pour la consultation, ça a été touché même, on perd pratiquement plus de 45 minutes là. Donc ça se constate surtout dans le public, mais parfois dans certains privés. Maintenant, dans le public, quand le malade va pour se soigner et qu'il n'a pas tout de suite l'accompagnement psychologique ou bien, je veux dire, entre griffes, l'accompagnement langagier qu'il faut, la façon de lui parler, c'est vrai que les agents de santé aussi sont des êtres humains, ils ont leurs humeurs et tout.
comment, à votre avis, en tant qu'usager, dans quelle posture l'usager doit se mettre pour faciliter les échanges? Vous voyez, normalement, on dit après Dieu, ce sont les médecins en réalité. Ah, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Non, parce que c'est eux qui vont nous permettre. Alors que tu souffres de quelque chose, ça dépend de l'accueil. Mais eux, quand on t'aide à vite mourir, oui, que tu es déjà souffrant. Et déjà, On t'aide à vite mourir. Oui, tu es déjà souffrant et tu viens quelque part où c'est la personne qui devait te prendre en charge. Et toi, ouais, mais déjà, à l'intérieur, tu n'es pas à l'aise. Tu es bouleversé. Psychologiquement, tu es abattu. Plus, si tu es tensionnaire, ta tension va monter davantage. Vraiment. Donc, en réalité, le médecin, en réalité, c'est notre maman, notre papa qui devait nous aider. C'est toi qui souffres. Tu sais de quoi tu souffres, mais tu ne sais même pas. C'est eux qui vont t'aider à dire, mais ce que tu as, ce n'est pas encore si grave. Non, ça va aller, ça c'est de la douceur. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est ça. C'est pas ça qui se concentre. D'accord. On parlait notre ami a parlé de médecin, mais nous allons revenir vers monsieur Komlan. Nous allons spécifier un tout petit peu les corps de métier. Il est déjà arrivé, et moi j'en suis témoin, de voir une sage-femme crier sur une parturiente qui est couchée sur une table, qui était sur une table d'accouchement, prête à accoucher. Elle gueulait pratiquement sur la femme. Peu s'en est fallu qu'elle lui donne même des coups. Et ça s'est passé dans une région du Bénin. Dites-nous, quand une femme est entre la vie et la mort à ce stade-là, quelle formation reçoivent les agents de santé pour se comporter de cette façon? Aucune. Aucune formation ne permet à quelconque agent de santé ou d'autre chose de ne pas donner un service correct, puisque l'usager ne vient pas pour recevoir de la maltraitance, ni pour recevoir du non-respect. Donc, ce n'est pas possible. Mais que fait alors votre ordre? Vous qui êtes de l'ordre... Quel est d'ailleurs votre rôle? D'abord et avant tout, je pense que il y a la question de la déontologie qui mérite d'être abordée avant même de voir qu'est-ce que l'ordre va faire. La déontologie médicale, c'est un ensemble de prescriptions donc, qui sont faites aux agents de santé, d'abord aux médecins, mais aussi aux autres agents. Parce qu'il n'y a aucune différence. Si nul n'est censé ignorer la loi, cette déontologie-là, le corps médical est censé l'ignore, le savoir, non? Alors, certes, le corps médical est censé le savoir, mais comment je vais dire, les pratiques déontologiques ne sont pas très ancrées parce que le côté médico-légal n'est pas très prononcé non plus. Le côté médico-légal, c'est le côté où le patient se plaint et qu'il y a des procès. Tant qu'il n'y a pas le bâton, on a du mal à respecter les règles. Le papa interdit d'aller s'asseoir à droite, mais bon, tant que papa ne hausse pas le ton ou bien ne punit pas parce qu'on s'est assis à droite, on finit par aller s'asseoir à droite. Donc, le code de déontologie médicale a été édicté dans les années 73 par l'ordonnance 73-18 ou 19. Je n'ai pas précisément en tête, mais c'est 73-19. Oui, c'est en 1973 que le code de déontologie médicale a été édicté ici au Bénin et son deuxième article stipule que tout agent de santé a le devoir de respecter la dignité humaine dans l'exercice de sa profession. Donc, respecter la dignité humaine, est-ce qu'on a besoin de l'expliquer autrement? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément faire un recyclage à ces agents de santé du code de déontologie? Encore que moi, je me demande si ce code-là n'est pas vieux déjà. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Le respect de la dignité humaine ne peut pas ne pas être d'actualité, madame. Ou bien, vous parlez de questions de respect. Il est prescrit de respecter la dignité humaine dans tous les sens.
Ce qui veut dire que commencer déjà par considérer le vis-à-vis comme un être humain. C'est ça. À qui on concède tous les droits que l'on se donne. Moi, je suis médecin, je souhaiterais que mon vis-à-vis qui me traite ne soit pas hautain. Ben, je me dois de ne pas être hautain envers lui. Ça veut dire que quand je lui parle, je me pose la question de savoir est-ce que je suis correct. On dit souvent, Voilà. le ventre affamé n'a point d'oreille. Celui qui souffre, comme le disait notre ami M. Agbotrou, lui, il souffre dans sa chair. Là, tout de suite, ce qu'il veut, c'est les soins. Mais on l'abandonne, on lui parle mal. C'est à croire qu'il n'a aucun droit ici. C'est quand on veut ou bien quand on peut qu'on pourra s'en occuper. Dans ce cas, est-ce que lui, le malade qui souffre en ce moment, peut prendre de la hauteur, de la considération pour savoir comment parler à son vis-à-vis, le personnel soignant? Il n'est pas attendu du patient d'avoir des préséances. La seule chose qui est attendue d'un patient, c'est de ne pas faire usage de violence. S'il fait usage de violence, l'agent de santé est obligé de se défendre, c'est-à-dire de s'éclipser et de trouver un agent de sécurité pour empêcher le patient ou le demandeur de services violents à être mis hors d'état de nuire. Mais au-delà, j'ai dit que c'est une prescription, donc c'est une obligation faite aux agents de santé de respecter la dignité humaine. Donc, le patient peut ne pas être poli. Le patient peut être hautain. Le patient peut être imperméable à la discussion. Le patient peut faire tout ce qu'il veut. Mais l'agent de santé n'a pas le droit de ne pas respecter le patient qu'il a en face. C'est difficile. C'est difficile à accepter quand on voit que même lorsque vous disposez encore de tous vos sens malgré votre état de santé, et qu'ils veulent vous faire telle chose et vous parlez, mais vous faites déjà le savant. Oui. On vous dit, niet, mais attendez, si vous mettez tout ça, vous ne serez pas ici. Ne venez pas nous apprendre notre métier. Notre métier. Ah ben, franchement, moi, je me demande si c'est pas parce qu'on les considère comme, ou on vous considère comme deuxième Dieu ou demi-Dieu. C'est pas tout ça qui conduit à ça? Bon, c'est possible. Mais c'est plutôt la méconnaissance ou le mésusage des dispositions déontologiques et éthiques qui amènent à ça. Mais le patient a le droit de savoir les soins qu'on lui prodigue. Ce qui fait partie du respect de la dignité humaine. Si quelqu'un est digne, si je considère que vous êtes un homme normal comme moi, je souhaiterais savoir qu'est-ce qu'on me fait. N'est-ce pas? Donc, je sais que vous souhaiteriez savoir. Et je vous dois donc des explications à ce sujet. Monsieur Agbotrou, est-ce que vous avez déjà eu à rédiger des plaintes contre des agents de santé? Beaucoup. Tout à l'heure, M. Alain parlait des sages-femmes. Tout récemment, pour ne pas appeler le nom des centres de santé, une dame qui est en travail et qui avait suivi normalement tous les soins, les rendez-vous qu'il faut. Et au moment où elle devait aller à Kouzadi, elle est en travail, mais on lui dit d'aller faire échographie ailleurs, loin de l'hôpital, sur au moins 7 km. Wow. Ça, c'est même récent. À peine, c'est le 8 janvier passé. Wow. 8 janvier, elle est en travail. Mais là, on demande d'aller faire échographie ailleurs. Et c'était avec la moto, moi j'ai transformé j'ai apporté la dame jusqu'ailleurs, dans un privé pour aller faire l'échographie. Après l'échographie, on me dit maintenant d'aller maintenant à Omel. On nous envoie maintenant à l'Omel. Rien n'a été fait ici. On nous a même envoyé à la pharmacie aller acheter des médicaments finalement qui n'ont pas été utilisés. Qui n'ont pas été utilisés. Voilà, mais on a été transféré finalement à un autre centre de santé. Mais est-ce que vous avez eu le réflexe d'écrire? Vous portez plainte? J'ai crié, mais si écrire. Si tu perds tout ton temps là, tu vas perdre
la vie humaine. C'est ça. Mais pourquoi vous n'avez pas pensé à écrire à l'ordre, par exemple? Au moment où tu es face à ces genre de situation, c'est comment faire pour sauver la patiente ou bien la malade ou bien la dame qui voulait accoucher. C'est ça qui me préoccupe d'abord. Mais on se dit on va revenir, mais finalement on ne revient plus. C'est ça qui fait que je crois qu'elles continuent dans leur posture. Oui, monsieur Dr Agossou, on vous a présenté en tant que président du conseil départemental du littoral. Oui. Il a cité tantôt l'OMEL. On va prendre l'OMEL, le CNHU, ce sont les hôpitaux phares dont on parle le plus. À un moment donné, on a à la limite étiqueté le CNHU. Heureusement, je peux dire sans oublier l'hôpital de zone de Calavi qui défraie la chronique également ces derniers temps. Voilà des situations qui se présentent. Est-ce que vous recevez des cas, vous recevez des plaintes à votre niveau? Oui, mais très peu. Ne serait-ce que pour votre zone? Oui, mais très peu. On reçoit peu de plaintes. Pour le littoral, par exemple, l'année écoulée, j'ai reçu une seule plainte d'un patient. Sur toute une année? Oui, sur toute l'année. J'ai reçu qu'une seule plainte d'un patient contre une clinique de la place. Et ça a été instruit et il y a un règlement en cours pour ça. Mais est-ce qu'on va dire que c'est parce que... La population ne sait pas ou bien les usagers... On dit Dieu, c'est Dieu, voilà. C'est Dieu qui a voulu et tout. Mais il y a une autre forme de maltraitance qu'on note dans les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés. Quand l'urgence est là, que le malade est là et qu'il n'a pas les moyens financiers tout de suite, on lui dit tant que vous n'apportez pas l'argent, personne ne s'occupe de vous, même pas une petite aiguille. Et dans les hôpitaux, c'est vous, le patient, qui achetez l'aiguille, c'est vous qui achetez le gant, c'est vous qui achetez le sparadrap de 100 francs, c'est vous qui achetez tout finalement. Quand vous n'avez pas l'argent, vous risquez de trépasser. Est-ce que ce n'est pas une forme de violence, une forme de maltraitance que d'abandonner un malade qui n'a pas les moyens financiers et dont le centre des œuvres sociales de l'hôpital ne peut pas s'occuper? Merci. Ça, c'est des questions structurelles qui ne sont pas inhérentes aux agents. Ce n'est pas aux agents de mettre les moyens à disposition de la population. Donc, les moyens de soins, parce que les soins coûtent quelque chose. Et il faut que quelqu'un paye. Et si personne ne paye, c'est le concerné qui doit payer. Donc, cette violence est une violence hospitalière, mais c'est hospitalière de type structurel. Donc, c'est lié à l'État. C'est à l'État de mettre en place dans les hôpitaux les moyens pour que les urgences soient prises en compte immédiatement. Mais ce n'est pas au personnel de sortir de l'argent de sa poche pour traiter un patient parce qu'il est en urgence. C'est ça. Pas du tout. D'accord. Par contre, par humanisme, si je vois quelqu'un qui est à la tique de la mort, que j'ai les moyens de m'en occuper, je peux le faire en bon samaritain. Même si je n'étais pas là. Même si je passais mon chemin. Alors, ça me fait bondir sur les questions structurelles que mon ami a évoquées tantôt. Quand on prend les questions liées au vigile à la porte, les questions liées au temps, au délai mis pour être reçu à l'urgence, ou les questions liées à cette parturiente qui a dû aller faire une échographie loin de la maternité où elle est allée se présenter d'abord pour devoir être transférée dans un autre hôpital. Tout ça, c'est des questions structurelles. Si on n'organise pas, ça ne peut pas fonctionner. C'est ça. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Oui. On va revenir là-dessus. Et heureuse, si vous le voulez bien, je crois que vous voulez annoncer donc cette participation de nos concitoyens que nous rencontrons ici à Cotonou et région, qui ont aussi leur avis sur la question, qui, une fois, sont allés à l'hôpital, peut-être témoins, victimes. Ils s'expriment ici au micro de Yasmine Damata. Et qui vient pour avoir de soulagement. Le mieux à faire, le premier geste devrait être tendre. Vous voyez, mais ce qu'on voit déjà, c'est-à-dire le patient, avant même d'intégrer un hôpital, a déjà dans la tête qu'il soit maltraité là-bas.
et c'est suffisant qu'il meure. Vous comprenez? Donc depuis l'accueil jusqu'à tout le reste, ce n'est pas du tout appréciable. Et donc mon métier, j'ai maintenant dit dia. Amo si wele ndion e va te pon pede quand même. Surtout nous ayibo e do ja ma ko sonu de an sogbon boya bo pon wele na pon we gbon e da na pon je to eji ame an jinja yin lo fine plan no fine kaka agbona pewe afidonu an wa bejre. On ne doit pas poignarder l'agonisante, ils doivent se rappeler ce sacerdoce et faire leur travail. Et il faut qu'il y ait un travail à la base, la sensibilisation. À mon avis, quelqu'un qui fait un accident subitement ne s'est pas préparé à faire face à des charges. Mais quelqu'un qui va à l'accouchement, il y a eu 9 mois de préparation. Donc il faut sensibiliser les géniteurs à faire face à leurs responsabilités pour que la dame ne soit pas de façon vraiment malheureuse, obligée d'aller mendier des soins à l'hôpital. C'est-à-dire un serment est sacré et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tout le contraire. Donc il faut d'abord sensibiliser la population, depuis la maison jusque dans les écoles, les églises, un peu partout où la population se trouve. Il faut sensibiliser la population sur ses droits à la santé, à la vie. Maintenant, du côté de ceux qui devraient nous soigner, je crois qu'ils sont bien conscients. Donc je ne sais pas ce qui se passe jusqu'à ce que les patients soient traités de cette manière-là. Si tu n'as pas l'argent, tu es maltraité. C'est ce qui se voit au Bénin, chez nous. Donc c'est bien dommage. Mais des boulots continuent à mais des boulots continuent à moi donc quoi ndé kai wa me bon ka wasi mais au final eze we man mi do ma ikes boy so a ho don ni ikes o boy so a ho o le ko wa dans le même temps mais les volets sous wa sun le voyez et des blé ou do afo we bo wa be le ni ikes o mo ke boy so a ho e yo ho ka ne ke le bo wa de wa mais au final to yin edwe o ma tun we yin bo jijan lo final e do ndé a ho wa jendia mais on ndé salmi eze ka ton ko enyido tawe o don ko il a fallu que Dawe bêche et bêche sérieusement. Vous savez, je ne vais pas soigner l'autre et aller à l'abattoir moi-même. Et voyez les dames qui vont à l'hôpital aussi, elles ne connaissent pas leurs droits, elles ne savent pas comment se comporter. C'est des comportements qu'ils ont, qu'on peut comprendre. Mais qu'ils comprennent eux aussi que ce malade est dans un environnement culturel, il est ignorant de beaucoup de choses et qu'ils ont fait un sacerdoce pour le bonheur des patients et tout ce milieu soignant. Sacerdoce. Docteur Komlan Dagossou, vous êtes dans ce sacerdoce-là dont parle notre compatriote? Tout médecin, tout agent de santé. C'est un sacerdoce que de faire ce métier que nous faisons, malgré tout ce qu'on peut nous reprocher. Parce que même si on nous reproche tout ça, on reconnaît quand même que nous souffrons, non? Pour donner les soins, il faut donner de soi. Et il faut aller même au-delà du don de soi pour donner des soins. Puisqu'il faut braver la maladie. Oui. Actuellement, il y a la Covid. Oui. Qui soigne? Ce sont les médecins. C'est nous, oui, au risque d'attraper la maladie et d'en mourir aussi. Alors, qui dans la population veut le faire? Personne d'autre que nous. Voilà pourquoi je dis que le sacerdoce, nous le faisons, on exerce notre sacerdoce. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on n'exerce pas notre sacerdoce. On n'est pas les seuls à avoir le sacerdoce et on a tous des tâches. Par contre, il est injustifiable la maltraitance dans le milieu de soins. Ça, je l'ai dit en propos liminaire, un patient vient pour être traité et non pour être maltraité. Et quand il se sent maltraité, c'est d'abord le prestataire de soins qui doit se reprocher des choses. D'accord. Alors, M. Agbotrou, votre réaction par rapport aux propos de nos téléspectateurs, de nos compatriotes? Oui, c'est ce qui se passe.
Tout à l'heure, je parlais, mais j'avais pas le temps d'essayer d'aller plus loin. Et moi, je voulais comprendre comment, c'est-à-dire, un enfant qui doit suivre une opération, et c'est prévu que depuis le matin, il ne devait pas manger du 0h à 1h, jusqu'à midi, par exemple, qu'il ne doit pas manger. Et l'enfant est comme ça, et c'est à 13h, mais midi 30, on me dit, c'est demain, on va refaire l'opération. Ah, finalement, l'opération n'a pas été faite. Mais vous n'avez pas été le lendemain, averti. c'est le lendemain. L'enfant n'a pas mangé du 0h jusqu'au matin. Par contre, avant 0h, à 22h ou plus, il doit manger. Et le matin, on doit refaire l'opération. 9h, 10h, 11h, l'opération n'a pas été faite. Midi, 13h, maintenant, on me dit maintenant que c'est le plus faisable, que c'est demain, on va te faire l'opération. Des explications, docteur? C'est un cas également récent. N'est-ce pas? D'autres choses, c'est que quand tu es à la prise en charge, c'est comme si tu n'as rien amené, on te néglige encore. Ah, ça c'est une autre facette, ça. Oui. Ah bon? Oui, quand tu es à la prise en charge, c'est comme si tu n'as rien. Ah, Et donc, tu es plus encore négligé là. Il faut débourser, finalement, c'est l'argent qui parle, c'est ça? Voilà, c'est ça. On préfère traiter celui qui n'a pas de prise en charge que celui qui a de prise en charge. Parce que l'autre. Il apporte de l'argent. Ouais. Toi, tu n'apportes pas de l'argent. Docteur Agossou, c'est suffisamment. La terminologie patient-client, ce n'est pas ça? C'est suffisamment grave ce qui se dit là. Dites-nous, quel est finalement alors le rapport entre le patient, le client et le serment d'Hippocrate? Bon, enfin, lorsqu'on a une prise en charge, on n'est pas traité. C'est une interprétation d'un vécu, parce que la personne n'a pas été renvoyée. La personne a eu quand même des soins et peut-être n'est pas satisfaite. Et c'est comparé à quelqu'un qui n'a pas de prise en charge peut-être et qui a eu des soins avec une haute célérité. Ce n'est pas forcément les mêmes cas. Ils ne sont pas forcément dans les mêmes conditions, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, ils n'ont pas forcément eu affaire aux mêmes prestataires. Donc, c'est difficile d'affirmer tout de go et de confirmer que c'est vrai. Dans tous les cas, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas ne pas accepter de soigner un patient qui est financé par l'État dans une structure publique. C'est impossible. Mais docteur, attention, il y a comme une perception qui se dégage de ce que vous dites là, de ce que dit M. Agotro. C'est-à-dire, on a l'impression que quand on arrive, par exemple, pour demander la tarification d'un certain nombre d'opérations ou bien de soins, on dit, ah, ça va vous coûter 300 000, ça, c'est 200 000, ça, c'est... Et on a du plaisir à répéter ça dans le rôle devant tout le monde pour qu'on sache que c'est l'argent que vous devez payer. Et celui qui vient avec une prise en charge, on lui dit, ah, vous avez prise en charge, bon, ça va vous faire juste ceci et ça y est. Est-ce que ça ne fait pas donc un peu le rapport avec ce que dit M. Agotro? Alors, il y a là aussi un problème de respect de la déontologie médicale qui s'impose là. On ne devrait pas discuter des informations concernant un patient en public. L'article 7 du Code de déontologie médicale prescrit... Mais ce n'est pas ce qui se fait dans nos hôpitaux. Le secret médical. Moi, je ne comprends en fait. Il y a tellement d'émissions qu'on fait. Mais les agents de santé, et je ne vous arrête pas, mais en fait, je me dis, parfois, on vient parler inutilement. Ils n'écoutent pas. Pourtant, il y a quand même... On expose le cas de Heureuse devant M. Agotro, le cas de M. Agotro devant M. Sotoubé. Et puis, bon, ça y est, tout un mélange là. Ce n'est pas admissible. C'est complètement... antidéontologique. C'est une pratique interdite. Donc, de toutes les façons, le patient est la seule personne à pouvoir remettre ça dans l'ordre en allant se plaindre. Oui, mais on va vous dire, toi tu es malade, tu vas te plaindre, ils vont te faire ça après. Combien de fois les plaintes ont abouti? Il faut j'ai dit que j'ai passé une année, j'ai eu qu'une seule plainte. Oui, mais ça peut s'expliquer par le fait qu'on dépose les plaintes, on porte plainte, mais ça n'aboutit pas. Mais pas du tout. Les médecins sont tellement soudés. Mais non. Bien sûr. Mais non, madame. Le plaignant était là. Et ceux contre qui il s'est plaint étaient là. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a aucune raison. Et l'ordre des médecins n'est pas l'institution qui va gérer les problèmes médico-légaux. L'ordre des médecins ne gère que les problèmes professionnels. Okay, c'est les fautes professionnelles.
c'est une faute professionnelle qui nous concerne. D'accord. Mais Et quand vous avez le manque d'accueil, ce n'est pas une faute professionnelle? le manque d'accueil, si vous pensez que c'est un manquement à la profession, plaignez-vous à l'ordre des médecins. Est-ce qu'il revient au malade est-ce- d'apprécier si c'est un manquement ou pas? Ou bien le personnel a quand même un surveillant, il y a quand même un responsable. Est-ce que ça ne revient pas au responsable d'apprécier déjà au niveau de la plainte des populations? C'est que tout ça n'a pas fonctionné. D'accord. Allez, nous avons dans cette émission, nous avons l'habitude de donner la parole à nos spécialistes. Et ce matin, nous recevons M. Adrien Roussa. Adrien Roussa, il est administrateur des hôpitaux, donc un gestionnaire des hôpitaux. Il va pouvoir nous parler. Monsieur Roussa, bonjour. Monsieur Roussa, est-ce que... Non, Monsieur Roussa n'est pas encore en ligne. Oui, je suis en ligne. Ah, d'accord. Bonjour, Monsieur Roussa. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Merci d'avoir accepté notre appel matinal. C'est un plaisir partagé. Alors, dites-nous, Monsieur Roussa, vous qui êtes gestionnaire, administrateur des hôpitaux, comment voyez-vous ce qui se passe dans nos hôpitaux aujourd'hui où on a l'impression que le malade n'a plus de droits qui soient respectés? Oui, chers auditeurs et chères auditrices, merci beaucoup pour la question que vous m'avez posée, mon frère journaliste. Je voudrais simplement déplorer le fait que le système sanitaire béninois est malade totalement à cause de son abandon. Malade aussi parce que nous n'aimons pas la vérité à la santé. Ah bon? J'ai fait 30 ans de carrière. Oui. Et c'est depuis 2002 que j'ai créé, avec la collaboration de certains camarades, décidé à en découdre avec le laisser-aller et le fantaisisme dans le secteur. Et depuis 2002, nous avons créé l'ONG, Groupe d'Action pour la Santé et la Vie. Nous avons circulé les médias, on a circulé dans les journaux, partout, pour attirer l'attention des agents de santé sur nos méfaits. Vos méfaits. Maintenant, quand vous dites que l'hôpital est malade, si l'hôpital se retrouve malade, le patient, lui, va faire quoi? Il va trépasser finalement. Oui, merci pour la question. Si l'hôpital est malade, celui qui est malade et qui va dans cet hôpital, il est voué à mourir le plus tôt possible. L'hôpital est malade et généralement, nous n'arrivons pas à situer les responsabilités à leur juste niveau. Parce que souvent, nous faisons la confusion entre les causes et les effets. Lorsqu'un malade va à l'hôpital et qu'il est insulté, oui, la cause, c'est dans la mauvaise gestion des responsables qui dirigent l'hôpital. La faute n'est pas à l'agent. Parce que si l'agent a été bien formé à la base, oui, il doit savoir ce qu'il faut faire et dire, et ce qu'il ne faut jamais faire et dire. Oui, mais les facultés, les écoles qui forment les agents de santé, pour la plupart, sont du secteur public. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'ils ne reçoivent pas la formation adéquate qu'il faut dans toute sa dimension? Justement, ça me permet de vous dire ceci. Vous savez, il y a une télévision dans ce pays qui était appelée LC2. Au cours des émissions, j'ai eu la chance d'être au plateau avec un grand directeur de cette INMES-là. Et pendant qu'on faisait remplir les écoles de l'INMES et de l'INIAB d'élèves en un point fini, avec des effectifs très pléthoriques, notre ONG avait pris position pour dire non, à cette allure, ça ne va pas aller. Parce que le grand nombre n'est pas nécessaire pour nous, c'est le nombre restreint, bien formé, dont nous avons besoin. Et ce directeur m'a rétorqué pour dire, mais monsieur Moussa, il y a des vérités dans ce que vous dites, mais vous le dites si mal qu'on a l'impression que vous injuriez. Je dis non, je n'injurie pas, mais ce qui est sûr, je ne peux pas vouloir déplorer une cause qui donne la mort à des semblables comme moi,
et avoir le sourire aux lèvres. Mais qu'est-ce qui fait que la situation ne s'améliore pas et qu'on a l'impression que ça va de mal en pis, malgré les plaintes, malgré les sensibilisations, malgré les émissions que les médias font? Je n'ai pas la possibilité de maudire le système de santé, mais je dis, pendant 1000 ans, nous resterons pires parce qu'on ne situe pas les responsabilités à leur juste niveau. Dans un système de mandarinat, pour le système de santé, où le plus ancien dans le grade de doctorat ou le plus ancien dans n'importe quelle catégorie de choses, Oui. on a l'impression que quand le plus ancien parle, le plus petit ne doit même plus placer son mot. C'est ce mandarinat-là qui tue le système de santé. Je n'apostrophe personne en particulier. Celui qui veut prendre n'a qu'à prendre. Et je lui donne rendez-vous pour qu'on se rencontre et qu'on en discute de long en large. C'est ça. Lorsque vous formez des gens et que vous n'êtes pas... D'abord, le Béninois a l'habitude de confondre les causes et les effets. Ça, vous l'avez dit. Confondre les causes et les effets parce que lorsque dans un système de mandarinat, si vous êtes ancien, je ne peux pas vous reprocher ce que vous faites si c'est mal. Là, c'est de la féodalité. Et il n'est pas normal que ce qui se passait depuis le temps de Mathusalem, on entretient cela au Bénin. Ils n'ont qu'à garder leur Mathusalem, leur mandarinat, mais Oui. en nommant des cadres qui n'ont aucun point. Je ne veux même pas parler des administrateurs hospitaliers. D'accord. Des cadres qui n'ont aucun point avec la santé. Bon. Un agriculteur, un ingénieur agronome, quelqu'un qui a fait autre chose, il va jouer mieux le rôle d'arbitrage que le rôle de copinage que nous faisons à la santé. D'accord. On continuera de rêver qu'il faut un médecin ou bien un professeur agrégé. Je n'ai rien contre le professeur qui est là. Je l'ai toujours dit avant même que lui n'arrive. Tant qu'on continuera de mettre des médecins pour diriger un hôpital, parce qu'il y a deux possibilités. Gérer les malades qui sont dans les lits, c'est une affaire des agents de santé. C'est ça. Gérer les ressources qui sont affectées Oui. au système sanitaire, Oui. c'est une autre histoire. D'accord. Monsieur Moussa. Les agents de santé vont commander les agents de santé Oui. et qu'on va colporter les sentiments d'impunité à tous les niveaux, on ne peut pas avoir les résultats escomptés. Alors, monsieur Moussa. Un ingénieur à la tête du ministère de la Santé, Monsieur Moussa. en moins d'un an, ça va se redresser comme I, parce qu'ils n'auront plus de parrain à qui il faut aller s'adresser pour éviter l'impunité. D'accord. Monsieur Moussa, merci beaucoup. On vous aura compris. La télévision, c'est une question de temps. On vous souhaite une excellente semaine, quitte à vous retrouver peut-être plus tard dans d'autres débats. Merci beaucoup. J'attendrai ceux qui vont réagir pour trouver le contraire de ce que j'ai dit. Allez, bonne journée à vous. Et oui, on revient sur ce plateau, Voilà. heureuse, pour faire un dernier tour de table. Un dernier tour de table. D'accord. Bon, il a évoqué un certain nombre de points, notamment la gestion des hôpitaux par des gens qui ne s'y connaissent pas. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui comme proposition concrète, docteur Agossou, afin qu'on... Bon, c'est notre souhait, afin qu'on en finisse avec le non-respect des droits des patients dans les hôpitaux et établissements de soins. Alors, déjà, le cadre législatif, c'est le premier cadre qui doit être complété. Et le dernier né, c'est la loi sur la protection de la santé de la population qui a été votée à l'Assemblée, mais qui n'est pas encore promulguée. Donc, je ne connais pas les détails pour vous dire jusqu'à quel point elle est étoffée. Mais toujours est-il que ce nouveau matériel dans l'arsenal légal permettra d'établir davantage, plus clairement, certainement, les lois et les droits des patients. Ça, c'est une chose. Ça, c'est le cadre légal. Mais il y a le cadre structurel. Et ça, les réformes en cours dans le secteur de la santé depuis 4-5 ans maintenant améliorent les choses. La dame de tout à l'heure du Vox Populi l'a dit, que les choses sont en train de changer lentement. C'est normal. Je crois même qu'au niveau de l'hôpital de zone de Calavi, ils ont aujourd'hui deux directeurs désormais, le directeur technique et le directeur administratif. Le directeur médical
le directeur administratif. Voilà. Il y a eu aussi, toujours dans la réforme, il y a eu une restructuration de la gestion des hôpitaux. Il y a un arrêté ministériel qui date de 2 ou 3 mois qui a réorganisé l'architecture de la direction. D'accord. Mais au-delà de tout ça, Oui. il y a aussi la question des prestataires eux-mêmes. C'est ça. Qui doivent saisir ou se saisir de leur déontologie et exercer leur métier comme il faut. Merci, docteur Komlan Agossou. Monsieur Agotrou, en 10 secondes pour boucler. On a épuisé le temps. Ok, d'abord c'est pour vous remercier et remercier le docteur, puisqu'il reconnaît d'une manière ou d'une autre comment la manière dont on traite on traite. Donc le souhait c'est que ça continue, surtout avec les réformes. Et le docteur aussi est à leur niveau aussi, puisqu'il est le président, de passer nos messages afin que notre santé et notre vie soit revoir et que nous vivons mieux. D'accord. Et oui, grâce à Dieu, on vivra mieux et une fois à l'hôpital, il inspirera les agents de santé pour nous soigner du mieux qu'ils peuvent.